Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux Engagés publics. Mon nom est Louis-Philippe Valiquette et aujourd'hui, je suis avec... Benoît Tardy. Et René Alnozir. Alors, cette semaine, les gars, on revient sur Jean Charest, qui réalise la campagne politique la plus courte de l'histoire et ça se lance des couteaux au PLQ. Mais avant tout, les gars, je voulais vous reparler d'un événement, d'une entrevue qu'on a fait dernièrement avec Sol Zanetti. Je sais pas si vous l'avez écouté. Moi, je l'ai écouté, puis j'ai même écrit à Denis que j'ai trouvé ça très bon. Ouais, je pense que Sol commence à être un habitué des engagés publics. Là, je pense que c'est la troisième fois qu'on le passait. La troisième fois, oui, c'est ça qu'on le passait en entrevue. Ça s'entend avec Benoît, ils ont une belle chimie, fait qu'ils sont capables d'aller dans des sujets assez profondément. C'est passé Denis. C'est passé Denis. C'est ça. Moi, j'ai trouvé qu'il a patiné un peu, par exemple. Là, oui. Quand il a parlé de l'article d'Antoine Robitaille, là, il y a un petit bout où ça patinait, mais c'est très, très bon. Il devrait aller jouer pour le Canadien. Ça les aiderait peut-être. Excellent. Donc, on va commencer avec la course au PLQ. Donc, premièrement, le PLQ a demandé à l'UPAC de conclure l'enquête mâchurée portant sur le financement politique de la formation dans le temps de Charest. Ensuite, Dominique Anglade prône le renouveau sans rupture avec le passé libéral. Donc, elle promet notamment des investitures ouvertes. Alexandre Cusson a lancé dimanche sa campagne sous le thème de l'éthique et de la transparence. Il veut créer un poste de directeur de l'éthique et de la conformité au PLQ. Puis Risky fait une pointe à Anglade en disant « Peut-être que des gens ne veulent pas parler d'éthique, mais nous, on en parle. » Alors, Ronnie, est-ce que c'est une bonne idée pour toi de placer l'éthique en plein centre d'une course au PLQ? Premièrement, je veux dire, faut que ça soit une campagne sur les idées, faut que ça soit une campagne non pas d'une guerre d'ego et de personnalité. Je trouve que c'est très agressif de la part de la campagne d'Alexandre Cusson. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'on lance des flèches à Dominique Anglade comme ça, c'est carrément devenu des attaques personnelles. Jean Charest, je veux dire, c'est une bonne chose qu'il ne se soit pas présenté parce que ça aurait attiré l'attention sur cette époque-là pendant la course au PLQ, selon moi. Je pense que... tu veux dire s'il s'était présenté à la course chez les conservateurs, ça aurait peut-être attiré ouais. l'attention sur le PLQ de la mauvaise façon. Je pense que dans le fond, ce qu'il faut, là, c'est que le PLQ se divise pas parce qu'il va avoir il y a le 30-31 mai, mais aussi le 1er juin, une fois que le chef est nommé ou la chef est nommée, il faut se rallier, il faut qu'on soit un parti uni. On n'est pas habitué à se battre publiquement de même. Donc, je pense que il faut parler d'éthique, mais il ne faut pas nécessairement dire on a connu cette époque-là, tout ça, tu sais, je veux dire, faut parler de comment, de nos jours, avec les nouvelles règles, avec tout ce qui a été fait pour améliorer l'éthique en politique, lutter contre la corruption, qu'est-ce qu'on fait pour avancer, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les choses encore plus, et non pas comme rester pris avec le passé. Je pense qu'il faut avancer. Mm-hmm. Toi, Benoît, j'imagine que tu as beaucoup suivi les campagnes, les courses à la chefferie du PQ. Là, on en a eu quand même beaucoup là, dans les dernières décennies, disons. Mais on dirait justement qu'au PLQ, cette fois-ci, ça se fait un petit peu plus publiquement. Est-ce que tu te sens plus intéressé? Moi, je suis toujours intéressé, peu importe. Mais c'est un peu comme c'est pas simple là, pour le PLQ de pas parler d'éthique. Là. Ils ont comme pas le choix d'en parler, mais en même temps, il y a un danger que ça rebrasse des affaires dont ils n'ont pas vraiment envie de parler. Puis s'ils en parlent pas, ils sont un peu pris là aussi parce qu'ils ont l'air des gens qui veulent pas qu'on en parle, comme s'il y avait des choses à cacher. C'est vraiment pas... c'est vraiment quelque chose de délicat. Là. Puis comme il va falloir qu'ils fassent ça vraiment doucement, puis que ça n'ait pas l'air d'une histoire de guerre ouverte, parce que comme le dit Ronnie, là, on n'est pas habitué à ça, là, le PLQ, ils sont assez disciplinés, là, c'est pas le PQ là, où tout le monde se chicane tout le temps, puis c'est normal. Tu sais, le PLQ sont rangés, tiennent leur affaire, tout le monde fait ses choses, puis tout le monde se range derrière le chef quand le chef est élu, puis ça finit de même. Donc, justement, avec le fait que les gens soient vraiment rangés, soient campés sur leur position, est-ce que vous pensez que ça pourrait justement créer un petit effet de clic, que les gens sont vraiment beaucoup plus campés sur des positions qui, au lieu de les rejoindre, font surtout les diviser?
Tu parles des militants Les libéraux militants ou libéraux, la population en général? Écoute, ça, je connais pas. Le seul militant libéral que je connais, c'est Ronnie. T'es la deuxième personne de nos engagés qui dit ça. Je sais pas, je veux dire... par exemple, l'idée qu'Alexandre Cusson lance d'un responsable de l'éthique, c'est une bonne idée, tu sais, mais c'est pas obligé d'être... tu sais, j'ose espérer, par exemple, que si Dominique Anglade devient chef du PLQ, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé même sous sa chefferie. Je veux dire, je pense que ce qui est important, c'est l'enquête mâchurée. Moi, c'est de ça que je veux parler parce que je pense que même si le politique ne doit pas s'ingérer dans les travaux de l'UPAC et qu'en bout de ligne, une fois que l'UPAC aura fini son enquête, ça va être au DPCP de décider si oui ou non on dépose des accusations. Je pense qu'éventuellement, il est temps que cette enquête se termine. Je suis parfaitement d'accord avec et François Legault et Pierre Arcan et tout le monde qui a dit ça. Même, je pense, Québec solidaire ont dit ça, si je me trompe pas. Mais à un moment donné, il faut que ça aboutisse parce que, oui, Jean Charest, on peut remettre en question les pratiques de l'époque. On peut dire, est-ce que c'était éthique? Est-ce que c'était souhaitable? On n'est pas on peut pas se cacher que la politique à cette époque-là, puis pendant des années, s'est faite autrement. C'était pratique commune de faire certaines choses. Maintenant, est-ce que Jean Charest est responsable de quelque chose? Ça, c'est justement à l'UPAC de le déterminer. Et même chose pour Marc Bibeau, même chose, c'est devant les tribunaux, donc on peut pas trop en parler. Puis il y a une enquête qui est encore en cours. Avant que ça aille aux tribunaux, faut qu'il y ait une enquête. Donc, faut opérer avec... Jean Charest a besoin de, éventuellement... Pas juste Jean Charest, la population du Québec a le droit aux réponses. Jean Charest, le citoyen privé, a le droit de soit que ça aboutisse d'une façon ou d'une autre, comme Jacques Chagnon l'a déjà dit, qu'on accuse ou qu'on s'excuse, dans le fond. Qu'on mette un terme à ça, parce que là, ça devient vraiment long. Puis ultimement, tout devient politique, tu sais. Puis même si c'est du domaine de la justice, puis du domaine de, tu sais, c'est une enquête en cours, ben ça fait des années que c'est quelque chose qui, pour la population, pour les médias, paraît comme quelque chose de politique, dans le sens de, ça a un impact sur sur comment est-ce que les gens perçoivent chacun des partis, particulièrement le PLQ. Exactement, ça empêche le Parti libéral d'avancer. Je veux pas le Parti libéral tant que la campagne, cette enquête ne sera pas conclue et qu'on ne sera pas arrivé à une conclusion. Le parti va avoir de la misère à changer la perception des gens parce que ça va toujours traîner comme un nuage. Si jamais l'enquête conclut même si l'enquête conclut qu'on n'a pas d'accusation à déposer, je suis même pas sûr que ça va être assez, ça, parce que les gens, on dirait qu'au Québec, on se fie beaucoup à tout ce qui est les tribunaux médiatiques et le lynchage public. Puis là, je suis pas en train de présumer sur est-ce que Jean Charest, on doit lui reprocher quelque chose, mais tout ce qu'on entend, tout ce qui a été présenté dans les 6 dernières années, ça a été dans les médias et à la commission Charbonneau où est-ce qu'on ne l'a pas fait témoigner, alors que de mémoire, il était même prêt à aller témoigner. Si on l'avait convoqué, il serait possiblement allé. On aurait pu avoir des réponses à ce moment-là. Bref, il est temps que ça se termine, puis on n'est pas sans cacher qu'on est dans une nouvelle ère de la politique. Bernard Drinville a fait passer une loi pour le financement des partis politiques qui a amélioré encore plus celle de René Lévesque. Puis là, maintenant, on est rendu à une autre game, quelque chose comme ça. Peu importe ce que c'était, ça se passe plus de nos jours. C'est plus, puis tant mieux. Donc là, on avance, on pense à autre chose, puis cette course-là, elle est vraiment à propos des idées du Parti libéral. Elle doit être à propos des idées du Parti libéral. Puis ce que Pierre Arcan fait de rappeler à l'ordre Marois Risky, par exemple, de dire « Attaquez-vous pas de même, parlez de vos idées, convainquez des militants, puis après, vous avez des élections générales à gagner. » Donc, c'est ça le focus. Mm-hmm. Puis c'est ça. Puis en parlant d'idées, c'est quoi pour toi, là, un militant du PLQ, hein? C'est quoi pour toi les idées qui doivent absolument faire partie de cette course-là? C'est compliqué parce que, je veux dire, le PLQ doit se chercher une niche, un segment de la population, parce que sur le plan nationaliste, on n'est pas sans cacher que la CAQ a pris beaucoup de place. Sur la gauche, Québec solidaire domine pas mal. Le PQ est comme en remise en question aussi, mais ils ont loin langue souverainiste. Là, le PLQ, c'est probablement de réaffirmer son identité comme parti de l'économie, comme on dit, parce qu'on voit un peu la CAQ, oui, ils disent le parti de l'économie, mais on voit comment ils font de l'économie. Ils ont aussi le côté immigration identitaire qui joue un peu contre eux. Ils voient les individus comme des chiffres, comme des... Ça, c'est mon opinion personnelle, puis je pense que le PLQ a ce devoir-là d'être un peu
la raison, mais pour ça, il va falloir faire le bris avec le passé. Donc, je pense que, oui, l'environnement, ça, c'est primordial, mais ça, tout le monde en parle. Faut pas que ça devienne un buzzword, l'environnement. Faut que ce soit un projet concret qui amène quelque chose de nouveau. Si la réponse, je ne l'ai pas, moi. Ce que Dominique Anglade propose, les investitures ouvertes, ça, c'est quelque chose déjà qui va changer un peu la culture au parti. Elle a précisé que c'était pas pour toutes les circonscriptions, mais déjà d'en avoir quelques-unes ou un nombre important ouvertes, ça va faire quelque chose. Regardez ce que ça a fait pour le Parti libéral du Canada. Je veux dire, oui, ça leur a nui à certains moments, mais en général, ça l'a dynamisé un peu le parti. Puis surtout, faut penser, tu sais, je souligne ces belles causes pour la cause aujourd'hui. La journée, mais la santé mentale, là, ça se fait pas juste une journée par semaine. Faut penser au service aux gens. Faut penser à. Moi, par exemple, j'adorerais ça qu'un candidat libéral propose le financement des services de santé mentale comme les services en santé corporelle ou physique. Je veux dire, c'est ce genre d'idées-là qu'il faut amener de l'avant. C'est comme ça. Faut aller parler aux gens. Faut démontrer aux gens qu'on tient à eux, qu'on veut qu'il y ait une meilleure qualité de vie. Puis après ça va être une confrontation des idées dans l'élection générale. Puis que le meilleur parti gagne. Je veux dire, moi, je veux pas que le PLQ soit au pouvoir juste pour être au pouvoir. Mm-hmm. J'aime mieux perdre une élection si la plateforme est mauvaise que de gagner une élection avec une plateforme qui est juste électoraliste. T'es tellement chevaleresque. Sinon, Benoît, qu'est-ce que tu aimerais entendre, toi, dans cette course-là? Ben oui, ce serait le fun que, comme René le disait, là, l'environnement, je pense pas, en fait, pour un peu revirer ça, je pense pas que l'environnement va être un sujet qui va faire qu'un parti va se démarquer par rapport à un autre, parce que là, tout le monde va, d'une manière ou d'une autre, se dire environnementaliste. Donc, ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on devrait arrêter de s'ostiner sur des niaiseries de l'environnement. Quand tout le monde devrait être d'accord, en tout cas, quand il y a quelqu'un qui va proposer une bonne idée, tout le monde va dire hey, ça, c'est une bonne idée, on fait ça, go. Il n'y aura pas de partisanerie, fait que c'est très bien. Sinon, moi, j'avais autre chose pour le Parti libéral, parce que Ronnie en a parlé beaucoup, là. Qu'est-ce que le Parti libéral va devoir faire pour redevenir un parti québécois? Parce que là, il est un parti plutôt montréalais, là. Qu'est-ce qu'il va faire pour amadouer, ou en tout cas se rapprocher des gens qui ont voté CAQ le dernier coup? C'est une très bonne question à laquelle j'ai malheureusement pas la réponse. Mais je me dirais... Mais il est là le nœud, là. Il est là le nœud du Parti libéral, là. Après ça, la course, là, c'est un détail. Là. Comme tu disais, il va y avoir un 31 mai, puis un 1er juin, là. Puis le 3 juin, ils vont dire quoi à l'électorat, le chef-là, peu importe c'est qui, puis peu importe ce qui va être arrivé pendant la course, qu'est-ce qu'il va dire au monde, ce gars-là? Ben, je pense que cette fille-là, ouais. La CAQ va avoir le temps de décevoir bien les gens. C'est pas une stratégie super... Non, mais je veux dire que, tu sais, ils ont été... La CAQ a vendu quelque chose aux dernières élections que je pense qu'il sera pas livré autant qu'il aurait voulu. Puis je pense que ça va... Les gens vont réaliser que ils ont voté pour quelque chose qui était idéalisé, qui était... je dirais même populiste, là. Puis ça va créer l'insatisfaction. Puis là, c'est sur cette insatisfaction-là que le PLQ peut se positionner. Par exemple, le mode de scrutin, moi, je souhaite que ça arrive, mais ça arrivera probablement pas maintenant. Est-ce que le PLQ va oser s'embarquer sur cette position-là puis être pour? Je sais pas, mais ou le PEC, ce qui a été fait, moi c'est quelque chose que j'ai encore sur le cœur, que je trouve qui a été une erreur majeure du gouvernement. Ça démontre pour moi la nature de ce gouvernement-là. Puis je pense que ce qu'on doit faire, ce que le PLQ doit faire, c'est élire la meilleure personne qui peut, selon eux, battre François Legault. Puis je pense que même d'y aller par étapes, si c'est juste de réduire... Déjà, si le PLQ réussit à réduire la majorité de la CAQ à une minorité aux prochaines élections, faut pas voir ça comme une défaite, faut voir ça comme une victoire, puis faut continuer à avancer dans ce sens-là. Je pense que ça va se faire progressivement. Je pense que, comme j'ai dit, il faut arriver avec une plateforme qui est vraiment ambitieuse, qui se démarque, puis c'est comme ça, c'est vraiment sur les idées sur la plateforme. Je pense pas que c'est d'aller jouer dans le terrain de la CAQ, parce que ça dénaturerait le parti. Non, je comprenais bien, mais il y a quand même beaucoup de gens qui, on va dire, disons historiquement, à défaut de meilleurs termes, votaient libéral, qui, ce tour-ci, ont voté pour la CAQ. Là. Donc, c'est quoi la stratégie du PLQ pour ramener ces gens-là? C'est un peu ça ma question. Honnêtement, je ne sais pas. J'ose croire qu'il y a des gens dans le parti qui planchent là-dessus.
Je sais pas, On va- ça va on être va le souhaiter, compliqué. en tout cas, C'est parce que c'est un vous écosystème allez trouver ça politique long. qui est compliqué en ce moment. La CAQ a capturé un certain électorat. Ils ont réussi à le faire, comme je disais, moi, par du populisme. Je pense que la CAQ a joué sur certains terrains qui étaient dangereux, mais que ça faisait bien leur affaire parce qu'elle a remporté les élections. Puis ils ont profité de l'usure du pouvoir. Donc, pour elle, je ne sais pas. J'ai pas réponse à ça, Puis malheureusement. je vais abonder un peu dans le sens de Ronnie sur quand même, tu sais, si on regarde les résultats électoraux de l'élection précédente en 2014, il y avait beaucoup de régions là, qui ont été remportées par le PLQ de façon assez massive, mais maintenant, tu sais, on n'est plus vraiment dans le même genre d'échiquier parce qu'il y a entre autres QS qui commence à avoir une certaine influence, puis la CAQ qui a vraiment beaucoup raflé. C'est sûr que ça met une game pas mal différente par rapport à ce qu'on avait avant. Est-ce que la CAQ va être capable de garder cette image-là jusqu'à la fin? Est-ce que le PLQ va être capable, que ce soit à travers la course ou par la suite de marquer des points? C'est sûr que c'est juste le futur qui va nous le démontrer. En parlant de région, on pourrait parler d'un parti qui est surtout aux régions. Hein. On a aussi une course au PQ. Maintenant, Frédéric Bastien a confirmé sa candidature la fin de semaine dernière. Il a publié un texte mardi dans Le Devoir sur la réforme du scrutin qui pourrait compromettre l'idée d'indépendance au Québec. Il dit vouloir faire campagne sur un nationalisme assumé qui conteste le régime fédéral. Bon. Puis de son côté, Paul Saint-Pierre Plamondon promet un référendum dans un premier mandat. À son lancement de campagne, il dit que le Canada constitue un obstacle à l'émancipation des Québécois. De son côté, Guy Nantel veut des aménagements aux règles de la course, puis parle de commandement de dates et de comptabilisation des dépenses, justement pour ces spectacles qu'il fait. Donc, Benoît, est-ce que tu es content de l'arrivée de Bastien dans la course? Moi, je vais me réjouir de toutes les candidatures. Tu sais. Le Parti québécois était mort pour plusieurs, là, puis là, ils sont 4, 5, 6, 7 peut-être à vouloir être chef de ce parti-là. Fait que, pour un parti qui était mort, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Là. Ça fait pas mal de zombies. Dans ta liste, c'est Sylvain Gaudreau, tu sais, qui est candidat. Ouais. Mais moi, est-ce que je me réjouis de Bastien? Moi, je déteste pas l'angle que Bastien prend avec la critique du régime puis l'idée que la Constitution nous sert pas très bien. Je pense que ça va être intéressant d'amener ça. Puis même après, je crois que le prochain chef, que ce soit Bastien ou un autre, devrait pas rejeter tout ce dossier-là d'un bloc. Mais je trouve qu'il y a un potentiel là. Ça va prendre plus que ça, mais comme j'ai dit tantôt, je trouve que l'angle est quand même assez intéressant. Pour les autres, PSPP, l'émancipation, je trouve ça peut-être un peu fort. Je trouve que le mot est certainement assez fort, mais c'est un excellent candidat, PSPP. On l'a déjà vu, il est là, il connaît son affaire, il connaît le PQ un peu, il aime les péquistes, comme il a dit à Denis en entrevue. Quand il était en entrevue aussi, on avait vu que c'était quelqu'un qui était passionné, qui voulait vraiment faire ça, qui avait l'air de vouloir faire ça pour les bonnes raisons, pour vraiment servir les gens qui sont proches de lui, la communauté, puis tout. Fait que c'était quand même... Puis il est un peu, il est pas étampé péquiste. Lui, même s'il a fait partie il s'est présenté aux dernières élections, mais c'est quand même un nouveau. Il vient, c'est un péquiste converti, on va appeler, disons, parce que c'est ça. Après ça, Nantel, écoute, moi, je voudrais que Nantel se lance parce que je voudrais que tout le monde se lance. J'aimerais ça qu'Enfield se lance aussi. Je voudrais qu'il y ait le plus de monde possible. Mais pour revenir sur lui spécialement, là, les accommodements qu'il a demandé, il y en a qui ont de l'allure. Je trouve que les dates des débats, faudrait être de mauvaise foi pour pas y donner ça. Parce qu'au fond, là, lui, il y a des dates où il peut pas. Fait que ça aurait l'air d'une tentative pour l'exclure si les gens disent ah non, toi, on va faire les deux débats des jours où tu as des spectacles. Okay. Il pourrait combiner ça. Spectacle et débats. Oui. Ouais, là, ça, c'est l'autre affaire. Son autre truc aussi, ça, c'est peut-être un peu plus délicat, c'est que ces spectacles ne soient pas considérés comme des dépenses. C'est correct, ça se défend, c'est ça sa job. Là, fait qu'on ne peut pas l'empêcher de travailler. Mais pour ça, il faut que son spectacle il soit pareil en mai 2020 qu'il l'était en mai 2019. Là, parce que sinon, s'il se sert de son spectacle pour se faire une pub qui n'a pas de bon sens, c'est sûr que là, ça ne peut pas marcher non plus. Sûr.
Mais ça marche, c'est à part ça. La gratuité pour les sympathisants, ça, c'est son autre point. Là, et ça marchera pas. C'était une idée qui flottait, mais je pense pas qu'elle va passer samedi, celle-là. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu nous rappeler exactement c'était quoi cette idée-là? Ben, c'est que la course à la chefferie va fort probablement, là, même bien que les règles ne soient pas absolument établies, ça va se faire samedi, va être ouverte aux sympathisants. Donc, les gens qui sont sympathisants, qui n'ont pas besoin de devenir membres, là, la position actuelle, c'est qu'ils n'auraient qu'à donner 5 $ pour pouvoir voter à la prochaine course à la chefferie, là, le 19 juin. Oui, c'est ça. Fait qu'ils donneraient 5 $, ils ne seraient pas membres du PQ, mais ils auraient le droit de vote, genre. C'est ça. Puis là, lui, il a dit que il voudrait que ce soit gratuit pour tout le monde. Mm-hmm. Ça marchera pas. Ça passera pas. En tout cas, je serais très, très, très surpris que ça passe. Bien qu'il y avait des péquistes avant que lui propose ça, qui étaient favorables à ce que ce soit gratuit pour tout le monde, mais là, je pense pas que ça va passer, ça. Mm-hmm. Puis, quand même, je trouve que tu as soulevé un fait super intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui viennent de l'extérieur qui n'ont jamais été députés. Puis, c'est le cas pour... c'est le cas justement pour les trois dont on a parlé, hein, Frédéric Bastien, PSPP, puis Guy Nantel. Puis je pense que c'est peut-être justement l'occasion de brasser des idées qu'on voit moins souvent brasser. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Ronnie? Oui, moi je pense que ça va être une course, je pense que c'est quand même assez intellectuel du côté du PQ. Puis tu sais, quelqu'un comme Guy Nantel, j'écoutais, je me souviens plus c'est qui que j'écoutais à la radio qui disait... voyons donc, les gens pensent que ce gars-là, parce que c'est un humoriste, puis tout, il est pas capable d'avoir des idées, puis ben non, c'est pas parce qu'il fait des vox pop un petit peu, que je trouve un petit peu condescendant des fois, parce que il prend je veux dire, mais c'est quelqu'un qui est clairement intelligent, qui a des idées, donc j'ai hâte de voir c'est quoi ses idées, qui nous en amène une, parce que là c'est est-ce que je me présente, je sais pas, mais si je me présente, ça va être ça, à un moment donné, confirme, puis bon, tout le monde en parle ce dimanche, fait que peut-être qu'on peut s'attendre à une confirmation de candidature en ondes, ça fait très, je suis humoriste, je vais aller le confirmer en ondes, à tout le monde en parle, profiter de la tribune. D'ailleurs, ironiquement, la tribune fédérale canadienne pour confirmer ta candidature au PQ, ça serait quand même assez ironique. Utiliser les fonds publics canadiens pour ça. Non, mais... Ça serait tout à fait son genre. Effectivement, ça serait très troll, puis ça serait vraiment génial, mais Guillaume Lepage s'en réjouirait. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ce qui me déçoit, puis ça, je vais peut-être amener ce commentaire-là, c'est qu'il n'y a pas de femmes dans la course. Ça, je trouve que c'est vraiment dommage. C'est décevant à bien des égards. Pas de femmes puis pas de diversité. Genre, c'est tous des candidats de qualité, mais ça aurait été quand même le fun de voir quelqu'un de la diversité, une femme. Véronique Yvon, je trouve ça dommage parce que c'est une députée que j'adore beaucoup, que j'aurais vraiment voulu voir dans cette course-là. Mais je pense que le PQ, un PQ qui est en santé, je pense que c'est bon pour le Québec en général parce que le PQ, qu'on l'aime pas, a été un élément important de l'histoire politique québécoise, j'espère va continuer à l'être. Puis j'aimerais ça, moi, que le PQ soit capable de brasser des idées. Puis c'est un parti qui, je pense que plus on a de voix à l'Assemblée nationale qui sont fortes, plus c'est pertinent. Je pense la même chose de Québec solidaire, même si des fois j'ai trouvé un petit peu trop intense, puis qu'ils savent pas comment se poser, puis être concret. Mais je pense que c'est une bonne chose d'avoir cette multiplicité de voix. Donc, je souhaite pas un PQ à 2 députés. Je souhaite pas que le PQ disparaisse. Je pense que j'ai des amis au PQ. Je connais des militants du PQ. C'est toutes des bonnes personnes. Puis, je leur souhaite une course clean, une course juste, une course passionnante. Puis, même chose au PLQ. Puis, on verra en 2022 qu'est-ce qui va se passer. Mais je suis d'accord que Nantel, il va falloir qu'il sorte de son personnage d'humoriste. Il va falloir qu'il fasse d'autres choses que des vox pop. Mais je pense qu'il a le potentiel de faire ça et de nous surprendre un peu. Mais encore là, est-ce qu'il va être élu? Ça, c'est complètement une autre histoire. Là. On va voir. Mais plus il va y avoir de monde qui va avoir envie d'avoir ce job-là, plus ça va être intéressant, je pense. C'est ça. Ouais, puis sur la question de la diversité, encore justement, j'ai l'impression que ce serait justement le moment rêvé pour participer. Il y a beaucoup de monde qui viennent de l'extérieur, comme on l'a dit. Oui, c'est sûr que c'est risqué, mais quand il y a plein de monde qui saute dans l'arène, pour moi, c'est le moment de sauter aussi. J'ai entendu dire, par exemple, qu'un Boucard Diouf était très pro-souveraineté, tout ça, de ce que j'entends.
quelqu'un de même, par exemple? Est-ce que ça Tout serait le une monde, belle tout le monde au PQ rêve de Boucard Diouf. Mais ça serait absolument merveilleux. Puis, tu sais, que même s'il devient jamais premier ministre, mettons qu'il était chef de l'opposition ou juste chef de parti à l'Assemblée nationale, écoutez ces discours-là, moi, tu sais, ça commencerait avec, comme mon grand-père disait toujours, ça serait toujours des histoires de... À la période des questions. Ça serait génial, là. Moi, je m'en réjouirais, puis je serais vraiment content, là. Fait que, en tout cas, mais tu sais, un jour, peut-être que quelqu'un de même, quelqu'un, tu sais, qui pourrait surprendre, qu'on voit pas comme un politicien, mais qui pourrait venir, tu sais, puis je pense que même si le PLQ ou le PQ reprennent pas le pouvoir, c'est pas ça c'est ça l'objectif, c'est sûr, tout le monde veut devenir premier ministre puis il se présente pour ça, mais c'est important d'avoir des partis forts. Donc, tu sais, je souhaite au PQ de retrouver une certaine vigueur parce que c'est plate militer dans un parti quand il va pas bien. Puis je souhaite pas ça, je souhaite ça à personne. Fait que, ouais. C'est ça. Mais il y a quand même encore plusieurs années pour travailler là-dessus, justement, parce qu'avec un gouvernement majoritaire, c'est pas le meilleur moment pour compter des points, disons. Là. Ça serait différent, c'est sûr, si la CAQ était minoritaire. Mais j'ai hâte de voir la remontée de tout le monde. Ce serait, comme tu dis, pas mal le plus agréable. Ouais. Sinon, si on va justement parler de la CAQ, du gouvernement, rapidement sur les soins en fin de vie, plutôt, le recul du gouvernement sur la question. Alors, le gouvernement Legault a annoncé un élargissement de l'aide médicale à mourir pour les gens atteints d'une condition grave et incurable qui ne sont pas en fin de vie, puis les gens souffrant de maladies mentales sévères. Par contre, aucune consultation dans le cadre des maladies mentales. Puis les réactions ont vraiment été vives. Le gouvernement a rapidement corrigé en promettant une journée de consultation sur la question. Tiens, Ronnie, qu'est-ce que tu penses de cette question-là? Ben, c'est très délicat, c'est très sensible. Je peux pas vraiment me prononcer parce que j'ai pas l'expertise, j'ai jamais vécu ça. Mais pour étant quelqu'un qui est très touché par tout ce qui est santé mentale, j'en profite encore, je l'ai dit plus tôt, c'est la journée belle cause aujourd'hui, mais la santé mentale, c'est pas une journée par année, c'est pas on fait des hashtags pour 5 sous le post. Le gouvernement a une responsabilité dans ce domaine-là. Puis de financer, de considérer la santé mentale, les problèmes de santé mentale comme des problèmes de santé physique, comme des problèmes de santé corporelle, c'est la même chose. Puis ce que j'aurais à dire là-dessus, c'est que moi, personnellement, j'ai un de mes meilleurs amis qui a reçu un diagnostic en santé mentale, puis qui réussit, qui fonctionne, qui est bien suivi, qui reçoit les traitements dont il a besoin, puis il réussit à avoir une vie, une job, des amis. C'est définitivement pas un acte un diagnostic qui met fin à la vie de quelqu'un. Pour les conditions plus graves, que quelqu'un veuille mettre fin à ses jours, moi je pense que c'est pas quelque chose qui est souhaitable. Je pense qu'il faut plutôt prévenir plutôt que guérir, dans le sens qu'il faut des diagnostics plus rapides, des diagnostics plus efficaces, plus précis, des services disponibles dans les écoles, chez les étudiants. Je veux dire, on voit la crise de services, tout ça. Fait que le gouvernement fait bien de consulter. Il faut absolument qu'on prenne cette question-là au sérieux. Puis l'aide médicale à mourir, je pense que c'est un droit pour ceux qui sont en fin de vie, sont atteints des maladies dégénératives ou qui vont les faire souffrir beaucoup. C'est un droit qu'on devrait offrir, c'est une option qui devrait être là. Pour la santé mentale, c'est une discussion qu'il faut avoir. Je suis pas confortable de me prononcer, de prendre position là-dessus. Ouais, puis comme tu dis, je pense que c'est beaucoup plus flou comme question qu'une maladie physique qui est non seulement visible, mais aussi qui est certaine la plupart du temps. C'est très stigmatisé encore. Ah, absolument, absolument. Puis on a beaucoup plus d'incertitudes, quand on parle du sujet. C'est beaucoup moins connu c'est quoi la maladie mentale, c'est quoi les impacts que les gens ont suite à des diagnostics, ne serait-ce que des diagnostics, mais aussi développer ces maladies-là. Donc, c'est beaucoup plus...
c'était inconcevable qu'on prenne une décision rapide sans vraiment avoir étudié la question sur le fond. Puis pour moi, c'est l'aspect le plus flou de toutes les sciences de la santé. Donc, bien sûr, ça mérite d'être observé au peigne fin. Benoît? Oh, j'aurais pas grand-chose à ajouter, là. Comme vous l'avez dit, là, c'est un sujet qui est super sensible. C'est pas facile de manœuvrer dans tout ça. Je pense que ce qui est important, puis Ronnie l'a dit, il faut parler au monde, il faut parler aux intervenants, il faut parler aux gens qui sont ou seront touchés par les changements à la loi. Il faut définir c'est quoi la maladie mentale, c'est quoi qui va tomber sous la loi, là. C'est quoi la maladie? Je veux dire, je suis même pas capable de le dire tellement que je comprends pas et que c'est compliqué dans ma tête. Mais ma position générale est plutôt idéaliste, là. Moi, je rêve que personne n'ait envie de mettre fin à ses jours, même si c'est légalement possible. Fait que c'est pareil avec les drogues. J'aimerais ça que toutes les drogues soient légales, mais qu'il n'y ait personne qui a envie de prendre de la drogue. C'est de même. Mais je vois pas comment on peut... va falloir ils n'ont pas le droit de se tromper, en tout cas. Il faut qu'ils le fassent comme il faut. Effectivement. Qu'ils prennent le temps. Ben. On va revenir à notre premier sujet dont on a parlé dans l'épisode. En fait, avant même de commencer l'épisode, le Parti conservateur aussi sont en course à la chefferie. Et ça fait de la course cette saison-ci. C'est excitant. C'est le fun. Il y a du stock à suivre. Il n'y aura pas de course aux séries, mais il va y avoir des courses. Hey, on voit le gars de Montréal qui parle. Va falloir regarder les séries pour l'année prochaine parce que là, c'est ça, c'est les courses. Donc, chez les conservateurs, finalement, Jean Charest, il ne sera pas candidat. Il a comme annoncé que ça allait se passer. Puis là, finalement, en fait, c'est parce que sa vidéo a été publiée sur YouTube par erreur. Mais finalement, il a annoncé qu'il ne sera pas candidat. Ça n'a même pas duré une journée. Sinon, Peter MacKay, qui est officiellement dans la course, le Journal de Montréal, en première page, a souligné qu'il a péniblement prononcé quelques mots de français. Puis, des deux côtés, ça a déchiré leur chemise pour dire que, beaucoup disaient « Ah, mais au moins, il fait un effort ». Puis de l'autre côté, qui disait « Ah, mais un effort, ça ne devrait pas être suffisant quand tu veux être premier ministre du Canada ». Puis sinon, un élu à Calgary critique l'exigence du bilinguisme chez les conservateurs. Benoît, toi, sans Charest, est-ce que les conservateurs sont condamnés à élire un Canadien déconnecté de toute l'Est du pays? Écoute, c'est un peu fort comme question, mais c'est sûr que c'est un des problèmes du Canada puis des États-Unis aussi, là, que l'Est puis l'Ouest, ils ont pas les mêmes préoccupations tout le temps, puis c'est plate de même. Puis avec les conservateurs, on dirait que c'est encore plus marqué. Puis, écoute, moi, comme je disais, c'est pas une affaire de nouvelles, là. Moi, j'avais des amis américains du Midwest, là, qui disaient que la frontière entre le Canada et les États-Unis, elle devrait être nord-sud au lieu de est-ouest, là. C'est le même genre de dynamique, là. Est-ce que Jean Charest aurait réglé ça? Il aurait certainement aidé les conservateurs dans l'Est, mais c'est pas un hardcore conservateur, là, Jean Charest. Là. Ça aurait grogné un peu en Alberta, là, parce que c'est un ancien premier ministre libéral du Québec. Là. Je veux dire, il est pas super conservateur. C'est un conservateur à la Mulroney, là, qui était les progressistes conservateurs, qui est un nom qui n'a pas de sens. C'est un oxymore. Mais je sais pas qu'est-ce qui... En tout cas, une chose est sûre, c'est que lui, il était prêt. Avec sa vidéo faite, toute, là, il était prêt à y aller, lui. Lui, il voulait, puis il croyait, puis il était prêt, comme il dit. L'équipe libérale est prête, mais là, il s'est trompé parce que c'était conservateur, fait qu'il a annulé son projet. Écoute, mais peu importe qui va être le chef, c'est un gros contrat, là, de faire l'unanimité from coast to coast. Ouais. Il aurait mangé Justin Trudeau, par exemple. En débat, oui, mais en élection, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. En élection, peut-être pas, mais en débat, écoute, c'est à 100%. une machine. En débat, oui. Machine, Charest. Puis pour moi, Jean Charest, peut-être que d'un point de vue, est-ce qu'il aurait bien servi le Parti conservateur d'un bout à l'autre? Comme tu dis, Benoît, je suis moins certain, mais je pense que ça aurait été le genre de candidat qui peut gagner des élections pour eux. Parce que s'il est capable d'aller chercher des votes à l'Est, les votes dans le centre sont quasiment garantis. Puis
puis c'est justement les votes... les votes du Québec, de l'Ontario puis des Maritimes qu'il faut aller chercher pour les conservateurs. Là. Fait que s'ils ont de la misère à aller chercher ces votes-là, c'est là que ça devient difficile. Mais là encore, c'est Jean Charest sans Machuré, là, parce que là, Machuré, il y a des gars dans l'Ouest qui auraient eu envie d'aller voir c'était quoi ça, cette histoire-là, non? Ça l'aurait peut-être pas aidé. Je pense qu'il a pris la bonne décision en y allant pas, en fin de compte. Là. Il a pris une très bonne décision. Mais la bébite politique, Jean Charest, là, oublions toute l'histoire dont on a parlé plus tôt là, des enquêtes et tout ça. Là, la bébite politique, Jean Charest, là, ça aurait été toute qu'une affaire qu'elle devienne chef du Parti conservateur. Effectivement. Peut-être dans 4 ans. Dans X années. Ronnie, toi, de ne pas voir de Québécois dans la course ou du monde de l'Est, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, si j'étais Maxime Bernier, je serais en train de m'arracher les cheveux en ce moment. Parce que s'il avait juste fermé sa trappe, il était resté dans le parti, il avait joué son rôle comme du monde, mais là, il y aurait pas mal la course de gagner ou à peu près, tu sais... je veux dire, il aurait pu battre Peter MacKay parce qu'il était très populaire dans le parti avant de virer fou puis de décider de partir. Puis là, vous l'avez vu, là, il a dit je suis prêt pour la prochaine campagne, let's go. Genre. Ouais. En tout cas, d'illusion. Sinon, très dommage qu'il n'y ait pas de Québécois dans la course. Je suis pas d'accord avec toi, Benoît. Progressiste conservateur, c'est pas un oxymore. Ça a été, selon moi, Brian Mulroney, le meilleur premier ministre de l'histoire du Canada. Puis ça, je vais le dire. Peut-être pas de l'histoire, mais mettons des temps modernes. Là, genre, de bon vivant, sans l'ombre d'un doute. Si on dit quelqu'un qui croyait vraiment au Québec, puis qui a vraiment essayé de briser les fractures, puis qui a vraiment fait de son mieux, puis qui nous a amené... on dira ce qu'on en veut, mais l'accord de libre-échange, c'est assez majeur. La TPS, il a fait des changements assez majeurs, ça a été un premier ministre assez transformateur. Puis c'est quelqu'un qui à ce jour est encore très pertinent, c'est quelqu'un qui est respecté aussi, c'est quelqu'un qui donc je pense que progressiste conservateur, même une Kim Campbell a été sévèrement sous-estimée. Je pense que si Kim Campbell avait été réélue en 93, on aurait eu le droit à quelque chose d'absolument incroyable au Canada. Là, je pense que cette femme-là était vraiment sous-estimée. Le Parti progressiste conservateur a produit des bons premiers ministres, John, si on remonte à Diefenbaker, si on remonte à ça vaut la peine d'explorer cette histoire-là. Je pense que le Parti progressiste conservateur... Mais là, le problème, c'est que le parti, en ce moment, est encore sous le contrôle d'un seul homme qui s'appelle Stephen Harper. Puis ça apparaît évident que cet homme-là qui démissionne de son poste de président du fonds, comme ils en ont parlé aux engagés la dernière fois, pour justement bloquer Jean Charest, c'est ce qu'on entendait, tout ça. Cet homme-là a beaucoup trop d'influence, puis tant que ce parti-là se débarrasse pas de cette influence-là, ils sont un peu pris avec le passé, comme ils vont toujours être rétrogrades, toujours être un peu en arrière. On peut dire ce qu'on veut sur Justin Trudeau, puis l'environnement, puis tout ça, mais le Parti conservateur est toujours une coche en arrière. Puis... C'est comme s'ils étaient dans la même situation que le PQ puis que le PLQ qui doivent se redéfinir, mais ils n'ont pas réalisé qu'ils devaient faire ça. C'est ça, puis je suis très déçu de Michelle Rempel, qui est une députée que j'aimais quand même, qui remet en question le bilinguisme. Ça, c'est... Mais voyons donc, là, comment on peut encore, à ce jour, dans ce pays-là, c'est juste, c'est pas concevable. Là. Puis j'espère qu'ils vont élire un unilingue anglophone, parce que même Justin Trudeau, avec son français qu'on critique, va les ramasser. Puis ça va me faire plaisir de voir ça. Fait que je pense que, honnêtement, ce parti-là, je l'ai pas dans mon cœur pour elle, puis c'est pas un parti que j'aime. Puis j'ai des amis dans ce parti-là, je connais des gens qui militent, je connais quelqu'un qui a été candidat pour eux dans leurs élections. Puis c'est juste, moi, les conservateurs, s'ils pouvaient... il y aurait besoin d'un petit coup de dans l'opposition, un petit 34 sièges, allez réfléchir dans votre coin. Puis, j'aimerais quasiment mieux voir le NPD monter puis être à l'opposition, ou même prendre le pouvoir puis que les libéraux soient dans l'opposition, juste pour que on arrête les niaiseries. Moi, je pense que les conservateurs... faut que je parle de cette semaine, là, ce qui s'est passé avec la jeune femme qui est morte à Québec la semaine passée, je pense, puis la récupération politique des conservateurs là, sur la sécurité, puis la paix, puis là, Pierre Paulus qui fait tous les médias,
qui vient dire que c'est de la faute de Justin Trudeau puis des libéraux, puis c'est pitoyable. Là. Vraiment, là, Je suis d'accord. ça me révolte, puis c'est juste ça le Parti conservateur pour moi. C'est un parti qui vraiment fait juste jouer sur ces cartes-là, puis vraiment... Désolé, je m'emporte, mais c'est parce que ce parti-là, là, ça a été... Stephen Harper, ça a été le premier ministre avec lequel j'ai grandi, puis j'haïssais tellement voir ça, se retirer de Kyoto, puis nous embarrasser, puis à l'international, puis juste... Non, comme... En tout cas, je suis vraiment choqué, puis... Je leur souhaite bonne chance, mais non, en tout cas. Moi, je pense qu'il n'y a personne ici qui va t'empêcher de parler de cette façon-là des conservateurs. Non, c'est ça. Moi, j'ai plus rien à dire sur le Parti conservateur. Ouais. Mais bilinguisme, il y a certainement quelque chose là. C'est quand même, comme tu disais, c'est quand même assez extraordinaire qu'il y a des gens au Canada qui disent que, ben non, il n'y a pas besoin de parler français. Ah, attends un peu, c'est fort quand même. Imagine qu'on disait le contraire. Ben, c'est ça, exact. Ouais. Ben, puis c'est même pas juste... Parce que le contraire, il est inconcevable. De la même façon que ça devrait être inconcevable pour un premier ministre du Canada de ne pas parler français, c'est inconcevable pour un premier ministre du Canada de ne pas parler anglais. Voyons, comme je crois, par exemple, personnellement, qu'un premier ministre du Québec devrait pouvoir parler anglais, mais c'est une marque de respect. Ouais, la dernière qui parlait pas super bien, c'est Pauline. Mais, Madame Marois, puis elle a fait des efforts. Bon, ça n'a pas été super. Mais en tout cas, c'est ça. Puis là, pour Peter McKay, là, moi, la une du Journal de Montréal, là, j'ai pas été impressionné. Là, ça faisait assez New York Post à mon goût. Là. Oui, mais quand même, il parlait de ce que j'ai compris avec un télésouffleur, puis il faisait des sons. Là. C'est comme moi qui essaierais de parler japonais. Là, ouais, c'est ça. Je suis allé au Japon là, puis pendant les vacances des fêtes, puis je parle pas japonais. Là, j'ai appris les phrases. Là, je faisais pas juste semblant de... des fois, j'écoute des chansons en japonais... Puis j'y connais pas, là, fait que j'essaie pas de les chanter parce que je parle pas japonais. C'est comme si t'avais comme les phonèmes, là, comme l'écriture phonétique devant toi, puis non, tu c'est fais juste comme dire qu'est-ce que tu vois, mais le gars, c'est clair qu'il je sais pas c'est quoi le français. Non, c'est ça, exactement. Ben, moi, ce que j'ai trouvé quasiment le plus désolant, je trouve, c'est qu'il y avait des gens du Québec, puis tu sais, des fois, j'aime ça aller regarder dans les petits commentaires. Hein. Fait que, tu sais, des gens qui sont comme clairement francophones, qui écrivaient « Ah, ben là, c'est pas la fin du monde, il a fait des efforts, tu sais, fait que moi, ça me suffit quelqu'un qui fait des efforts. » Mais je fais comme « Chris, un moment donné, si t'es pour être premier ministre du Canada, faut pas que tu sois quelqu'un qui fait des efforts pour parler français, faut que tu sois quelqu'un qui parle français. » Ouais, c'est correct pour quelqu'un qui veut être premier ministre du Canada de faire des efforts de même, juste des petits efforts de même, mais c'est pas correct que la chanson des libéraux soit mal traduite. C'était pas correct. Il y en a un qui est plus grave que l'autre. Puis... Ouais, c'est ça. Attendons, c'est que ça commence par des efforts. Non, c'est ça. Il faut que ça commence de même, mais il faut qu'il y ait des résultats à un moment donné. Non, si c'est ça. veut devenir premier ministre, là, il va falloir que quand on va arriver à la prochaine élection, il soit vraiment avant ça, en fait, là, mais qu'il y ait une réelle progression dans la qualité de son français. C'est ça, Stephen Harper, on peut lui reprocher ce qu'il veut, mais au fil des élections, il est devenu meilleur il est devenu meilleur en français, puis là... Il est devenu meilleur, puis après ça, il est comme devenu moins bon. Mais je pense que c'était la motivation. Mais il a quand même chanté en français à l'émission d'Éric Salvaille. Je sais pas si j'ai le droit de dire le mot Éric Salvaille en ronde, mais en tout cas, je l'ai dit. C'est ça. Mais tu sais, pour moi, si quelqu'un s'imagine un jour devenir premier ministre du Canada, il devrait comme tout de suite commencer à penser à cette question-là. Ouais, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui a aussi... Je sais pas, c'est quelqu'un qui a derrière la tête un manque de respect pour les communautés francophones du Canada parce qu'il se dit qu'un jour, il va devenir potentiellement chef du Parti conservateur pour devenir éventuellement premier ministre du Canada. Puis ça ne passe pas par la tête qu'il devrait peut-être apprendre le français 4-5 ans avant. Mais c'est ça, mais c'est pas par manque de respect, dans le sens que je sais que vous, mais les gens qui sont très, puis je m'inclus là-dedans, pourraient le voir comme les gens plus de tendance souverainiste, nationaliste, ont tendance à voir ça comme un manque de respect, mais moi, de ce que je comprends, c'est pas vraiment ça, c'est plus que ça leur passe pas par la tête parce que, ils vont se dire « Ah, je vais être premier ministre du Canada, pas grave, je vais avoir quelqu'un pour gérer le Québec pour moi, je vais avoir quelqu'un qui va me faire des comptes rendus, Fait que pour eux, ils comprennent pas que être premier ministre du Canada, il faut que tu saches t'exprimer dans la langue de Molière. C'est pas comme « Ah, je m'en fous des francophones ». Moi, en tout cas, je pense pas que ça l'est.
Parce que, tu sais, Peter MacKay, c'est quand même quelqu'un qui a été ministre au fédéral, puis qui a eu à travailler avec le Québec. Peut-être que pour lui, ça fonctionnait de pas parler super bien français. Fait qu'il s'est dit, être premier ministre, ça va être la même affaire. Parce qu'on en a eu des premiers ministres qui parlaient pas super bien français, comme on en a eu des premiers ministres qui parlaient pas super bien anglais. Jean Chrétien ne parlait pas bien anglais. Tu sais, Jean Chrétien a appris l'anglais avec le temps. Tu sais. Absolument. Donc, c'est peut-être ça qu'ils se disent aussi. Tu sais, je pense pas que c'est du mépris envers les Canadiens français, mais je comprends la frustration. Oh, c'est peut-être pas conscient c'est ça, c'est qu'ils pas conscient. sont en train d'avoir cette réaction. Puis je la partage, la frustration, mais je pense pas que c'est intentionnel ou pour être méprisant. Non, c'est ça. C'est là que peut-être je me différencie de certains qui sont plus nationalistes ou souverainistes, qui vont penser que c'est carrément du mépris, puis qui vont prendre ça comme une raison de justifier, par exemple, le Québec, tu sais, blablabla. Mais c'est vraiment, c'est ça, c'est inconscient, mais c'est ça le problème du Canada, c'est qu'il n'y a pas cette prise de conscience-là. Elle doit se faire à un moment donné. Si ce pays doit rester uni, elle doit se faire à un moment donné, la prise de conscience. C'est plus de l'insouciance. C'est ça, exactement. C'est pas nécessairement du mépris. Ça, je ne peux pas parler. Là, je pense pas que Peter MacKay ait du mépris pour le Québec, mais je pense qu'il y a une insouciance. Absolument. Mais en tout cas, de mon point de vue, ultimement, une insouciance devient un peu un mépris inintentionnel. Puis, tu sais, c'est comme la question de... je vais peut-être pas ramener ça sur la table, là, mais la question de laïcité, peut-être que pour certaines personnes, c'est pas une question, tu sais, c'est pas des gens qui sont volontairement, qui posent des actes volontairement racistes de demander aux gens d'enlever leur signe religieux pour devenir professeur ou peu importe, mais au final, c'est quand même un peu, tu sais, c'est parce que c'est dans leurs êtres, c'est comme plus profond que ce qu'ils pensent quotidiennement, puis pour moi, c'est un peu ça la relation du Canada anglais avec la francophonie. Absolument. Mais je pense que c'est la relation du Canada anglais avec la francophonie, mais pas juste le Québec. Oui, absolument. Je pense qu'on parle des minorités francophones. Ouais. Puis moi, c'est ça, c'est que moi, je pense que tant que le Québec va se voir comme étant juste lui, le Québec, puis de pas, tu sais, je pense que par exemple, le combat qui a été mené pour l'Université francophone de l'Ontario, qui a été annoncé récemment comme ça va se faire, puis ça va être fondé, ça, c'est un bel exemple de comment le fédéral peut venir en assistance aux communautés francophones. Parce que sans l'intervention de Mélanie Joly, puis du fédéral, puis tout ça serait pas arrivé. Puis ça, il faut lui donner. Puis tu sais, je suis très content de mon ancienne boss, tu sais, je vais le dire, que j'ai la chance de travailler pour elle. Mais je suis très fier que le gouvernement fédéral ait fait ça. Puis c'est dans les moments de même que je me dis que ce gouvernement-là peut jouer un rôle important pour la francophonie. Mais c'est pas en ayant des gens unilingues anglophones à la tête du pays que ça va arriver. Donc, ça nous prend des gens... Tu sais, je pense que en francophonie, en termes de francophonie, il faut être moins condescendant. Par exemple, tu sais, on critique souvent les gens qui viennent pas, que c'est pas leur première langue, tout ça, qui font des erreurs, des petites erreurs de la façon qu'ils parlent, tout ça. Justin Trudeau se fait souvent critiquer, tu sais. Mais je pense que juste quelqu'un qui parle français, qui fait les efforts... Moi, j'ai un de mes meilleurs amis de McGill, avec qui j'ai étudié, qui vient de l'Ontario, puis il est en train d'apprendre le français, puis, tu sais, il veut se faire élire comme député un jour, mais au Québec, tu sais, fait qu'il est en train d'apprendre le français, il veut étudier en droit à McGill, il veut, tu sais, il a habité Montréal, il travaille au Forum de Montréal, tu sais, il essaie vraiment de rentrer, puis c'est plus ça qu'il faut, tu sais, faut faire comprendre aux gens que la francophonie, ça se résume pas juste au Québec, c'est la langue française, c'est une langue qui est belle, qu'on aime, on aime lire, on aime aller au théâtre, on aime la parler, on aime l'écrire, donc c'est ça qu'il faut trouver un moyen dans ce pays-là de changer les mentalités, puis c'est un combat qui est quotidien. Ah, puis comme tu me dis, c'est toute une culture, puis de connaître cette culture-là, c'est de connaître plus que juste des statistiques à propos d'une population. C'est ça, exactement. Bon, ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour la semaine. Donc, voilà, c'était notre épisode. Donc, merci beaucoup, les gars. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Et engagez-vous en visitant notre site web à engagerpublic.com. Vous irez voir dans tous les onglets. On vous pousse à vous impliquer. On vous pousse à prendre action. Donc, suivez-nous et faites-le. Et à la semaine prochaine. Salut. Merci tout le monde.
Denis le sneaker qui vient se joindre à nous. Ouais, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Il veut écouter. Le petit rat.